De quoi s'agit-il? Deux processus. Je ne veux pas qu'on m'aime. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a de cela très longtemps, j'ai esquissé une relation objectale et j'ai été abandonné. Je n'ai jamais pardonné à ma mère. Ayant été abandonné, je ferai souffrir l'autre. Et l'abandonné sera l'expression directe de mon besoin de revanche. C'est en Afrique que je pars, je ne veux pas être aimé, et je fuis l'objet. Cela s'appelle, dit Germaine Goeix, mettre à l'épreuve pour faire la preuve. Je ne veux pas être aimé. J'adopte une position de défense, et si l'objet persiste, je déclarerai « je ne veux pas qu'on m'aime ». Non-valorisation? Oui, certainement. Cette non-valorisation de lui-même, en tant qu'objet digne d'amour, est grave de conséquences. D'une part, elle maintient l'individu dans un état d'insécurité intérieure profond. De ce fait, elle inhibe ou fausse toute relation avec autrui. C'est en tant qu'objet propre à susciter la sympathie ou l'amour que l'individu doute de lui-même. La non-valorisation affective s'observe uniquement chez des êtres ayant souffert d'une carence d'amour et de compréhension durant leur petite enfance. Jean Veineuse voudrait être un homme pareil aux autres, mais il sait que cette situation est fausse. C'est un quêteur. Il cherche la tranquillité, la permission dans les yeux du blanc, car lui, c'est l'autre. La non-valorisation affective amène toujours l'abandonnique à un sentiment extrêmement pénible et obsédant d'exclusion, de n'avoir nulle part à sa place, d'être de trop partout, affectivement parlant. Être l'autre est une expression que j'ai rencontrée à plusieurs reprises dans le langage des abandonniques. Être l'autre, c'est se sentir toujours en position instable, demeurer sur le qui-vive, prêt à être répudié, faisant inconsciemment tout ce qu'il faut pour que la catastrophe prévue se produise. On ne saurait assez tenir compte de l'intensité de cette souffrance qui accompagne de tels états d'abandon, souffrance qui se rattache d'une part aux premières expériences d'exclusion de l'enfance et en fait revivre toute l'acuité. L'abandonnique réclame des preuves. Il ne se contente plus d'affirmations isolées. Il n'a pas de confiance. Il n'a pas confiance. Avant de nouer une relation objective, il exige du partenaire des preuves réitérées. Le sens de son attitude est de ne pas aimer pour ne pas être abandonné. L'abandonnique est un exigeant. C'est qu'il a droit à toutes les réparations. Il veut être aimé totalement, absolument et pour toujours. Écoutez. Mon Jean bien-aimé, je ne reçois qu'aujourd'hui votre lettre de juillet dernier. Elle est parfaitement déraisonnable. Pourquoi me tourmenter ainsi? Vous en rendez-vous bien compte, d'une cruauté dont rien n'approche. Vous me donnez un bonheur mêlé d'inquiétude. Vous faites que je suis en même temps la plus heureuse et la plus malheureuse des créatures. Combien de fois me faudra-t-il redire que je vous aime, que je suis à vous, que je vous attends? Venez! Enfin, l'abandonnique a abandonné. On le réclame. On a besoin de lui. Il est aimé. Pourtant, que de fantasmes. M'aime-t-elle vraiment? Me voit-elle objectivement? Un jour, un monsieur, un grand ami de papa, Ned, arriva que n'avait jamais vu Pont-à-Pont. Il venait de Bordeaux. Mais Dieu, qu'il était sale, Dieu, qu'il était laid ce monsieur, grand ami de papa Ned. Il avait un vilain visage noir, tout noir, preuve qu'il ne devait pas se laver souvent. Jean Veineuse, soucieux de trouver à l'extérieur des raisons à son complexe de Cendrillon, projette chez le gosse de 3 ou 4 ans l'arsenal stéréotypique raciste. Et à André, il dira « Dites, André chéri, malgré ma couleur, consentiriez-vous à devenir ma femme si je vous le demandais ?» Il doute terriblement. Voici ce qu'en dit G. Gueix.
La première caractéristique semble être la peur de se montrer tel qu'on est. C'est ici un vaste domaine de craintes diverses, peur de décevoir, de déplaire, d'ennuyer, de lasser, et par conséquent de manquer une possibilité de créer avec autrui un lien de sympathie ou, s'il existe, de porter atteinte à ce lien. L'abandonnique doute qu'on puisse l'aimer tel qu'il est, car il a fait la cruelle expérience de l'abandon alors qu'il se proposait à la tendresse des autres, tout petit, donc sans artifice. Pourtant, Jean Veineuse n'a pas une vie dépourvue de compensation. Il taquine la muse. Ses lectures sont imposantes. Son étude sur Suarès est fort intelligente. Cela aussi est analysé par G. Guex, prisonnier de lui-même, confiné dans son quant à soi, le négatif agressif grossit son sentiment d'irréparable de tout ce qu'il continue à perdre ou que sa passivité lui fait manquer. Aussi, exception faite de secteurs privilégiés comme sa vie intellectuelle ou sa profession, conserve-t-il un profond sentiment de non-valeur. À quoi tend cette analyse ? À rien de moins qu'à démontrer à Jean Veineuse qu'effectivement, il n'est pas pareil aux autres. Faire honte aux gens de leur existence, disait Jean-Paul Sartre. Oui, les amener à prendre conscience des possibilités qu'ils se sont interdites, de la passivité dont ils ont fait montre dans des situations où justement il fallait, telle une écharde, s'agripper au cœur du monde, forcer s'il le fallait le rythme du cœur du monde, déplacer s'il le fallait le système de commande, mais en tout cas, mais certainement faire face au monde. Jean Veineuse est le croisé de la vie intérieure. Quand il retrouve André, placé en face de cette femme qu'il désire depuis de longs mois, il se réfugie dans le silence. Le silence si éloquent de ceux qui connaissent l'artificialité de la parole ou du geste. Jean Veineuse est un névrosé, et sa couleur n'est qu'une tentative d'explication d'une structure psychique. N'eût-il pas existé cette différence objective qu'il l'eût créée de toutes pièces ? Jean Veineuse est un de ces intellectuels qui veulent se placer uniquement sur le plan de l'idée, incapable de réaliser le contact concret avec son semblable. Est-on bienveillant avec lui, gentil humain ? C'est parce qu'il a surpris des secrets de concierge, il les connaît et se tient sur ses gardes. Ma vigilance, si l'on peut s'exprimer ainsi, est un cran d'arrêt. J'accueille avec politesse et naïveté les avances que l'on nous fait. Accepte et rend les apéritifs que l'on nous offre. Participe aux petits jeux de société qu'on organise sur le pont. Mais ne me laisse pas prendre à la bienveillance qu'on nous témoigne. Méfiant que je suis de cette sociabilité excessive qui a remplacé un peu trop vite l'hostilité au milieu de laquelle on a essayé naguère de nous isoler. Il accepte les apéritifs mais les rend. Il ne veut rien devoir à personne, car s'il ne les rend pas, il est un nègre ingrat comme tous les autres. Est-on méchant ? Justement, c'est parce qu'il est nègre. Car on ne peut pas le détester. Or, nous le disons, Jean Veineuse alias René Maran n'est ni plus ni moins qu'un abandonnique noir. Et on le remet à sa place, à sa juste place. C'est un névrosé qui a besoin d'être délivré de ses fantasmes infantiles. Et nous disons que Jean Veineuse ne représente pas une expérience des rapports noir-blanc, mais une certaine façon, pour un névrosé accidentellement noir, de se comporter. Et l'objet de notre étude se précise. Permettre à l'étude de couleurs de comprendre à l'aide d'exemples précis les tenants psychologiques qui peuvent aliéner ses congénères. Nous y insisterons davantage dans le chapitre réservé à la description phénoménologique, mais rappelons-le, notre but est de rendre possible, pour le noir et le blanc, une saine rencontre. Jean Veineuse est laid, il est noir. Que faut-il d'autre ? Qu'on relise les quelques observations de Guex et l'on se convaincra de cette évidence. Un homme pareil aux autres est une imposture. Un essai de faire dépendre le contact entre deux races d'une morbidité constitutionnelle.
Il faut en convenir. Sur le plan de la psychanalyse comme sur celui de la philosophie, la Constitution n'est mythe que pour celui qui la dépasse. Si d'un point de vue heuristique, on doit dénier toute existence à la Constitution, il demeure, nous n'y pouvons rien, que des individus s'efforcent d'entrer dans des cadres préétablis. Ou du moins, si nous y pouvons quelque chose. Nous parlions tout à l'heure de Jean Lacan. Ce n'était pas un hasard. En 1932, il a, dans sa thèse, fait une critique violente de la notion de constitution. Apparemment, nous nous écartons de ses conclusions. Mais l'on comprendra notre dissidence quand on se rappellera qu'à la notion de constitution au sens où l'entendait l'école française, nous substituons celle de structure englobant la vie psychique, inconsciente, telle que nous pouvons partiellement la connaître, en particulier sous la forme de refoulé et de refoulant, en tant que ces éléments participent activement à l'organisation propre de chaque individualité psychique. Nous l'avons vu, Jean Veineuse révèle à l'examen une structure d'abandonnique de type négatif-agressif. On peut tenter d'expliquer cela réactionnellement, c'est-à-dire par l'interaction milieu-individu, et prescrire par exemple un changement de milieu, un changement d'air. Justement, on s'est aperçu que dans ce cas, la structure demeurait. Le changement d'air que s'est imposé Jean Veineuse n'était pas dans le but de se situer en tant qu'homme. Il n'avait pas pour fin une saine mise en forme du monde. Il ne cherchait point cette prégnance caractéristique de l'équilibre psychosocial, mais bien une confirmation de sa névrose externisante. La structure névrotique d'un individu sera justement l'élaboration, la formation, l'éclosion dans le moi de nœuds conflictuels provenant d'une part du milieu, d'autre part de la façon toute personnelle dont cet individu réagit à ses influences. De même qu'il y avait une tentative de mystification à vouloir inférer du comportement de Nini et de Mayotte Capétia, une loi générale du comportement de la noire vis-à-vis du blanc, il y aurait, affirmons-nous, manquement à l'objectivité dans l'extension de l'attitude de Veineuse à l'homme de couleur en tant que tel. Et nous voudrions avoir découragé toute tentative en vue de ramener les échecs d'un Jean Veineuse à la plus ou moins grande concentration en mélanine de son épiderme. Il faut que ce mythe sexuel, recherche dans la chair blanche, ne vienne plus, transiter par des consciences aliénées, gêner une compréhension active. En aucune façon, ma couleur ne doit être ressentie comme une tare. À partir du moment où le nègre accepte le clivage imposé par l'Européen, il n'a plus de répit. Et dès lors, n'est-il pas compréhensible qu'il essaye de s'élever jusqu'au blanc ? S'élever dans la gamme des couleurs auxquelles il assigne une sorte de hiérarchie ? Nous verrons qu'une autre solution est possible. Elle implique une restructuration du monde.